Bonjour, donc je vais reprendre l'étude des germes de difféomorphisme holomorphe et je vais donc reprendre à l'endroit où je me suis arrêté la dernière fois. Donc j'avais eu le temps de d'énoncer le théorème de Siegel-Bruno qui dit que si on a un germe de difféomorphisme holomorphe dont la partie linéaire est une rotation d'angle, un nombre de Bruno, alors le germe est analytiquement linéarisable. Et donc un théorème qui, sous cette forme, a été démontré par Bruno et sous la forme avec la condition plus restrictive que le nombre alpha est diophantien par Siegel en 1942. Il y a aussi une réciproque que j'ai démontrée en 1987, qui est que si alpha n'est pas un nombre de Bruno, alors en fait, non seulement il existe un germe qui n'est pas linéarisable, mais le polynôme quadratique lui-même ne l'est pas. Donc un contre-exemple universel, si on veut. Pour ce qui est de la démonstration du théorème de Siegel, je ne vais pas en donner. Il y a une démonstration qui est proche de celle originale de Siegel et Bruno, qui se trouve dans les notes qui sont sur le site du collège, à ma page personnelle, donc une démonstration en 3 pages par série majorante. Pour ce qui est de la démonstration de la... Alors, il y a une autre méthode qui est une méthode de renormalisation que je présenterai, mais dans le cadre des difféomorphismes du cercle, donc plutôt la semaine prochaine ou même la semaine suivante, en fait. Par contre, pour la réciproque, la démonstration, pour autant, enfin la seule que je connaisse, se fait en fait en 2 temps. On montre d'abord on construit d'abord, lorsque alpha n'est pas un nombre de Bruno, un germe qui n'est pas analytiquement linéarisable, en fait, qui n'est pas topologiquement stable. On avait vu que c'est une propriété équivalente à la linéarisabilité. Donc, on construit ce germe qui n'est pas topologiquement stable. Et ensuite, on montre, donc cette partie-là, c'est de nouveau une méthode de renormalisation. Donc je ne vais pas en parler, en tout cas aujourd'hui, de cette méthode. Ensuite, il y a une deuxième partie sur laquelle je vais un petit peu plus parler aujourd'hui, qui est de montrer que si on a construit un germe qui n'est pas linéarisable, alors en fait, le polynôme quadratique ne peut pas l'être non plus. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça que je vais expliquer dans la première heure. Alors, auparavant, j'introduis la notion de disque de Siegel, dont lorsqu'on a un germe de difféomorphisme holomorphe avec une partie de module 1, une partie linéaire qui est une rotation irrationnelle, je suppose que f est analytiquement linéarisable. Ça veut dire donc qu'on a une conjugaison, H, que je peux toujours supposer tangente à l'identité, qui conjugue f à sa partie linéaire. Donc je vais vouloir définir en quelque sorte un plus grand domaine sur lequel f est conjugué à la rotation. Alors, ce n'est pas une notion qui est parfaitement bien définie, donc il faut que je me donne un ouvert U, sur lequel l'application f en question est définie. F est seulement un germe, donc f a, certaines propriétés peut-être de prolongement analytique. Enfin, en tout cas, je prends un voisinage de 0 sur lequel f est holomorphe. Alors, lorsque f est entière, je peux convenir que je prendrai U égale C, sinon il faudra que je prenne un domaine plus petit. Et ensuite, donc, je vais définir par rapport à ce choix de U, encore une fois qui n'est pas unique forcément, je vais définir le disque de Siegel, c'est-à-dire que je vais chercher le plus grand disque ouvert centré en 0, tel que H soit holomorphe dans D et l'image de D soit contenue dans U. Une première chose à dire, c'est que ce disque convient dans le sens où, si je regarde l'application H sur ce disque, donc par définition H est holomorphe, mais en plus H va être injective et va conjuguer sur ce disque, pas seulement au voisinage de l'origine, va conjuguer f à la rotation par lambda. Alors, ça, c'est très facile à voir, je vais le faire en 2 lignes au tableau. Simplement, premièrement, si H n'était pas injective, si j'avais un H de Z0 égale H de Z1 avec Z0, Z1 dans D,
bien sûr Z0 différent de Z1. Eh bien, bon, d'abord, non, excusez-moi, je devrais commencer par la deuxième partie. Hein. La deuxième partie, ça se fait simplement par prolongement analytique. Hein. Les deux membres à gauche et à droite sont holomorphes. Hein, et comme les deux applications coïncident au voisinage de l'origine, elles vont coïncider sur le disque tout entier. Donc H va effectivement être une conjugaison sur D. Maintenant, une fois que je sais que H est une conjugaison sur D, si j'avais une non-injectivité, eh bien j'appliquerais F et la conjugaison pour conclure que j'aurai aussi cette relation. Hein. Avec ici, lambda est un nombre de modulins qui n'est pas racine de l'unité. Donc, si je pose, disons, mu égale Z1 sur Z0, hein, ça me dit que je vais avoir H de Z égale H de mu Z, hein, pour une infinité de Z. Donc, mu est différent de 1, bien sûr. Hein. Et donc, ce n'est pas cohérent avec les propriétés d'une fonction holomorphe. Donc, H est effectivement injective. Et donc, je définis le disque de Siegel, hein, de F, donc relatif à U, hein, comme étant l'image du disque D par H, donc je l'appelle delta. Et ce qui m'intéresse également en même temps, c'est donc le rayon de ce disque D, qu'on appelle le rayon conforme du disque de Siegel. Hein, ça a un sens, H, je vous rappelle, est normalisé de façon à ce que sa dérivée à l'origine soit 1. Donc, alors, quand le rayon conforme est grand, j'ai un grand disque de Siegel. Quand il est petit, au contraire, j'ai un petit disque de Siegel. Donc, on va pouvoir comme ça dire est-ce que le domaine sur lequel F est linéarisable est grand ou pas. Alors, donc, je prends le polynôme quadratique associé à un nombre alpha. Je vais prendre alpha de Bruno parce que ici, enfin, je veux dire, ce que je dirais pourrait être valable pour un nombre qui n'est pas de Bruno, sauf que ça dira 0 égale 0. Donc, pour avoir quelque chose d'intéressant, il faut que je prenne un nombre de Bruno. Hein. Je vais considérer d'une part le disque de Siegel du polynôme quadratique qui est ici. Alors, comme c'est une fonction entière, je prends U égale C. Donc, en fait, ce que j'obtiens, bien sûr, quand je prends U égale C, dans la définition du disque de Siegel, le disque D, c'est précisément le disque de convergence pour la série entière H. Donc là, il n'y a pas de dépendance en U, en quelque sorte. Par contre, je vais chercher à comparer le polynôme quadratique à un germe de fonction. Alors, un germe, je peux toujours conjuguer par une homothétie. Donc, si je veux dire quelque chose qui ait du sens sur la taille des disques de Siegel, il va falloir que je normalise du point de vue de la conjugaison par homothétie, puisque une conjugaison par homothétie peut toujours me transformer un petit disque en un grand disque, et inversement. Donc, il y a plusieurs façons de normaliser. Il n'y a pas de façon qui soit meilleure que les autres. Donc j'en choisis une ici qui est une façon relativement standard, mais qui n'est absolument pas la seule façon. Hein, donc par exemple, quand je prends le polynôme quadratique, je pourrais déjà conjuguer le polynôme quadratique par une homothétie. Je ne changerai pas la partie linéaire, lambda z, mais ça me permet d'affecter z2 de n'importe quel coefficient. Hein, lambda z plus bz2, c'est conjugué à lambda z plus z2 par une homothétie de rapport B. Hein, et donc, de nouveau, la taille du polynôme quadratique, du disque de Siegel du polynôme quadratique n'a de sens que par rapport à cette normalisation. Donc, évidemment, pour un polynôme, c'est assez raisonnable de normaliser de façon que le polynôme devienne unitaire, le coefficient de Z2 est 1, hein, mais pour un germe général, ça n'a pas de sens. Donc ce qu'on peut faire pour un germe en général, c'est normaliser de façon que F sur le disque unité, hein, devienne injectif. Bien sûr, F est toujours injectif au voisinage de l'origine, donc je peux effectivement choisir une homothétie, conjuguée par une homothétie, de façon à ce que ce voisinage de l'origine soit effectivement le disque unité. Donc c'est une normalisation assez sympathique, parce que la classe des fonctions univalentes apparaît en pas mal d'endroits en analyse complexe. Hein.
Donc, univalent voulant dire, hein, comme j'explique ici, holomorphe et injectif. Hein, donc, je normalise les germes de façon à ce qu'ils deviennent univalents. Et à ce moment-là, je peux regarder la taille du disque de Siegel d'une façon plus consistante. Donc, il y a un théorème de Buff et Sherita de 2004 qui vous dit que, justement, d'une certaine façon, à cette constante 1/10 près, eh bien, le disque de Siegel du polynôme quadratique est le plus petit possible, hein, puisque n'importe quel germe de fonction univalente aura un disque de Siegel dont la capacité conforme est plus grande. Alors, encore une fois, au facteur 1/10 près. Hein. En fait, d'une certaine façon, c'est la version... Ici, j'ai supposé que c'est un nombre de Bruno, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas un nombre de Bruno? On aura 0 des deux côtés. Donc on aura 0 supérieur à 0. Mais en fait, c'est comme ça qu'on montre, hein, je veux dire, c'est en suivant la ligne de démonstration de ce théorème, hein, qu'on montre que si R de f, s'il existe un germe f tel que R de f égale 0, alors, du coup, R de P lambda est aussi égal à 0. Donc le polynôme n'est pas linéarisable. Hein. Je veux dire, dans ce cadre-là, quand le germe n'est pas linéarisable, je veux dire, il n'y a pas de disque de Siegel et je prendrai le rayon conforme égal à 0. Alors, juste une chose, donc ça c'est un résultat plus récent que la réciproque dont j'ai parlé. En fait, ce que j'avais montré en 1987, c'est quelque chose de plus faible. Hein. J'avais montré une estimée de ce genre-là, donc pour tout epsilon, il existe une constante C epsilon, telle que pour tout f, on n'est donc pas 1/10 de R de P lambda, mais alors une constante indéterminée, mais ici quelque chose de moins bon, c'est-à-dire qu'on a une puissance légèrement plus grande que 1, qui donc a priori est plus petite, hein, et donc qui donne une estimée moins bonne. Alors, je vais donner une indication de la preuve de ce théorème de Buff et Sherita. Alors, il y a une première partie. En fait, vous voyez, donc, il s'agit de comparer deux rayons conformes. On va voir que ici, alors on avait défini ce rayon conforme comme étant le rayon d'un disque qui doit aller dans le domaine de définition de U. Donc il faut prendre U égale D1 ici. Ça rend les choses pas très maniables. En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, en fait, ce rayon conforme, c'est rien d'autre que le rayon de convergence de l'application linéarisante H. Et donc, la première partie de la démonstration commence à se ramener à ce cas-là. Donc, le cas où le rayon conforme est en fait donné par le rayon de convergence de l'application linéarisante. C'est quelque chose qui est plus facile à estimer. Alors, comment on fait pour se ramener à ça, enfin, pour faire ça? Alors, justement, on introduit l'espace des fonctions univalentes. Donc, c'est les fonctions, comme je l'ai dit, holomorphes et injectives. Je demande en plus qu'elle fixe 0 et que la partie linéaire soit la partie lambda z. Lambda, dans toute cette histoire, lambda égale E puissance de pi alpha est fixé. C'est un nombre de modulins irrationnel. Donc j'ai fixé la partie linéaire et donc je demande que ça soit holomorphe et injectif dans le disque. Alors le point, c'est que c'est un espace compact. Alors la topologie naturelle, puisque le domaine est fixé, le domaine c'est le disque ouvert, la topologie naturelle, c'est la convergence sur les parties compactes du disque. Et avec cette topologie, l'espace des fonctions univalentes est compact. Je peux extraire des sous-suites. Et la limite sera également une fonction univalente. Des sous-suites convergentes, pardon. Alors, à l'intérieur de cet espace de fonctions univalentes, je vais regarder donc des fonctions univalentes avec une propriété supplémentaire. Je veux en fait qu'on ne puisse pas du tout les prolonger au-delà du disque. Alors, je vais faire un petit dessin. Donc ça, c'est la propriété que j'exige. Donc, j'appelle S0 cette partie de S. Et je prétends que c'est une partie dense. Alors, sans faire une démonstration complètement rigoureuse de ce fait, l'idée c'est la suivante. Voilà le disque. Donc j'ai une fonction qui a priori est déjà définie
holomorphe et injective sur le disque, et je veux l'approcher par une fonction. Alors, la fonction dont je pars, bien sûr, ça pourrait être l'identité, ça pourrait être lambda z, simplement la partie linéaire. Elle, évidemment, elle se prolonge au plan tout entier. Donc je veux montrer que je peux l'approcher par une fonction que je ne peux pas prolonger. Et l'idée, c'est d'introduire, enfin il y a plusieurs façons de le faire, mais toute une série, alors il faut prendre une suite infinie, hein, je dessine qu'un nombre fini, mais toute une série de pôles qui se trouvent à l'extérieur. Bien sûr, je veux que ma fonction continue à être holomorphe et injective à l'intérieur du disque, donc qui se trouve à l'extérieur. Donc je pars de f, hein, et puis je vais rajouter, donc les points s'appellent z10, c'est des points donc, de modules légèrement plus grands que 1 qui vont s'accumuler sur le disque, qui vont s'accumuler un peu partout, hein, puisque je veux ne pas pouvoir prolonger la fonction en aucun point du disque. Et puis je vais prendre epsilon i très petit, donc ça va tendre vers 0 très très vite, hein, très très vite, de sorte que, bien sûr, le pôle m'empêche de prolonger par ici, mais d'un autre côté, l'effet du pôle, comme epsilon i est très petit, ne se fait sentir que sur une très petite distance. Hein, dès que je me trouve loin, le epsilon i est tellement petit que je ne vois plus le pôle, et du coup, ça fait en sorte que cette série, hein, va être une très bonne approximation de f lui-même. Donc je vais pouvoir, en prenant les epsilon i assez petits, hein, approcher f par une fonction de cette forme, et qui est maintenant dans S0. Donc ça, c'est juste une idée, mais enfin, c'est comme ça qu'on fait. Non, je me suis trompé. Donc, on a cette partie S0 qui est dense. Hein. Alors maintenant, il y a deux... je vais d'abord faire le slide et ensuite passer au tableau. Donc il y a deux lemmes que je vais démontrer, mais que je vais démontrer au tableau, pas sur les slides. Donc le premier, hein, c'est que l'application grand F est semi-continue supérieurement. Alors, je vous rappelle ce semi-continu, comme moi je ne m'en rappelle jamais, je vais lequel est semi-continu supérieurement et lequel est semi-continu inférieurement. Hein, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une fonction comme ça n'est pas semi-continue supérieurement, mais une fonction comme ça, donc une fonction qui serait... donc, ceci n'est pas permis, mais ceci est permis. Donc ça, c'est SCS. Cette fonction serait semi-continue inférieurement, donc elle serait dans le mauvais sens. Donc le premier lemme vous dit que la fonction est semi-continue supérieurement. Ça, c'est très, très facile, mais aussi très important. La deuxième lemme vous dit que lorsque f est dans cette partie dense, hein, dans cette sous-classe, eh bien, le rayon conforme est précisément ce que je veux, c'est-à-dire le rayon non, j'aurais dû dire rayon de convergence, je suis désolé, j'ai beau relire R de f est le rayon de convergence et pas le rayon conforme, d'accord ? Le rayon de convergence de l'application linéarisante. Donc c'est bien ce que je voulais faire ici. Hein. Alors, si on met les deux lemmes ensemble, hein, eh bien, d'abord, le fait que f soit semi-continu supérieurement et que S0 soit dense, ben, ça vous dira que l'infimum de la fonction rayon conforme sur S, c'est le même que sur la sous-partie dense S0. Donc, vous voyez bien que ça ne se produirait pas sur une fonction comme ça, mais par contre, sur une fonction comme ça, je n'ai pas du tout besoin de ce point-là pour voir le minimum, enfin l'infimum plutôt. Et donc, ça veut dire que quand je démontre mon estimation l'estimation du théorème, hein, sur le R de f, il suffit que je le fasse. Alors, donc, je vais revenir un instant sur R de f. Hein. Donc, ici, qu'est-ce que ça vous dit ? J'aurais pu le présenter en disant l'inf des R de f sur f dans S, hein, est au moins égal à 1/10 de R de P lambda. Et donc, je viens de dire que cet infimum, c'est le même sur S et sur S0. Et donc, il suffira que je considère f dans S0 pour lequel j'ai cette propriété que le R de f, c'est rien d'autre que le rayon de convergence de l'application linéarisante.
Bon, alors, je vais démontrer les deux lemmes. C'est très facile. Alors, le premier, le lemme 1. Donc, je veux montrer que si j'ai une suite Fn, donc une suite dans S, qui converge vers une limite F infini, donc au sens de la topologie de convergence uniforme sur les compacts du disque unité, alors qu'à ce moment-là, la limite supérieure des rayons conformes correspondants est inférieure ou égale à ceci. C'est ceci que signifie la semi-continuité supérieure. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'appelle Hn l'application qui linéarise, toutes les applications linéarisantes sont normalisées de façon à avoir une dérivée 1 à l'origine. Donc Hn de lambda z égale Fn mon Hn de z. Alors, je vais prendre un nombre R qui est strictement inférieur à la limite supérieure des R de Fn, pardon. Donc, on choisit un tel nombre. Donc, je vais me placer sur le disque de rayon R et quitte à extraire une sous-suite, je peux, après avoir extrait une sous-suite, supposer qu'en fait, j'ai R inférieur à R de Fn pour tout n. Donc, après avoir extrait une sous-suite. Donc maintenant, avec cette hypothèse, toutes les applications Hn sont donc définies, elles sont définies sur un disque de rayon R de Fn, donc en particulier sur le disque de rayon R. Donc sur le disque de rayon R et même sur le disque fermé, puisque j'ai une petite marge ici, je vais considérer les Hn et je peux extraire une sous-suite. Alors il faut de nouveau extraire une sous-suite, plusieurs fois. J'ai déjà extrait une sous-suite en faisant ça, mais enfin, je veux dire, je ne vais pas mettre des indices à tiroir. Donc, en extrayant une sous-suite, sur le disque fermé, disons, je vais pouvoir trouver une limite d'une sous-suite H infini, donc toujours sur ce disque. Et donc maintenant, il suffit que je passe à la limite dans la relation de conjugaison. Donc quand je passe à la limite sur le disque de rayon R, je vais avoir H infini de lambda z, qui donc sera égal à F infini de H infini de z. Donc je devrais dire ici, quand je passe à la limite, que la limite, ce n'est pas une fonction constante ou un truc stupide. Là, j'utilise le fait que toutes les applications H étaient normalisées, donc elles fixaient 0, mais leur dérivée était 1. Donc j'obtiens quelque chose du même type, la limite. Donc c'est quelque chose qui est tangent à l'origine, tangent à l'identité à l'origine. Donc c'est vraiment un germe qui a le droit d'être une application conjugante, qui vérifie ça sur le disque. Et donc en particulier, son rayon de convergence est supérieur à grand R. Comme grand R, c'était n'importe quel nombre plus petit que la limite supérieure, j'ai bien montré au total cette propriété. Donc, vous voyez, c'est juste une question de compacité essentiellement des fonctions univalentes qui implique le lemme 1. Alors, en ce qui concerne le lemme 2, je vais le faire peut-être juste ici, profiter du disque qui est déjà là. Donc pour le lemme 2, alors j'ai la conjugaison H, donc j'ai F dans S0. Donc ça c'est le disque unité, et par définition du rayon conforme du disque de Siegel, donc ici c'est R de F, le disque.
ce disque-là est le plus grand disque. Je veux dire, alors, son image, c'est le plus grand disque tel que l'image est contenue. Alors, pour le moment, je vais d'abord faire une image qui serait à l'intérieur. Soit contenue dans le disque unité. Alors, d'abord, je prétends que si on a H, donc j'appelais ce disque D hein, dans le slide précédent, si H de D est relativement compact dans le disque unité, le dessin que j'ai fait ici, à ce moment-là, automatiquement, par définition de D, le rayon de convergence de H doit être égal au rayon qui est ici. Sinon, il suffirait que je prenne un disque un peu plus grand, hein, et l'image serait encore contenue dans le disque unité. Donc ce dessin-là est bien possible, hein, je ne dis pas qu'il est impossible, mais je dis qu'il entraîne immédiatement que le rayon de convergence de H est effectivement égal à R de F. Donc maintenant, je suis dans donc supposons que ça soit... Donc, ayant traité ce cas-là, le cas moins évident, hein, c'est le cas où donc maintenant il y a l'image du disque n'est plus relativement compacte, donc l'image va toucher le bord du disque en au moins un point, ça peut être plus d'un point bien sûr. Par contre, donc, je suis en train maintenant de raisonner par l'absurde et je vais supposer que le rayon en question ici n'était pas le rayon de convergence, donc il y avait une extension de H holomorphe hein, dans un disque légèrement plus grand. À ce moment-là, je vais obtenir une contradiction avec le fait que F soit, la couleur était là-bas, avec le fait que F était dans S0, donc la propriété de non-extension de F au-delà du disque unité. Pourquoi ? Bien, donc, je considère un des points ici. Alors, maintenant, H est holomorphe dans un plus grand disque. Donc, la propriété que j'ai, comme c'est holomorphe dans un plus grand disque, j'ai vraiment un point ici sur le bord, dont l'image se trouve sur le bord du disque unité. Alors, Z0, disons, donnons-lui un nom. Alors, je prétends, j'ai besoin d'une seule chose, je prétends simplement que dH de Z0 n'est pas et non nul. Donc on avait montré l'injectivité, mais on l'avait montré seulement à l'intérieur. Hein. Donc c'est pas encore. Ceci étant, si dH de Z0 était nul, donc j'aurais un point critique de H qui se trouve ici sur le bord, et ce n'est pas compatible avec le fait que l'image d'un demi-voisinage comme ceci soit contenue comme ceci. Si vous avez une application avec un point critique simple ou multiple, il y a par exemple par Z donne Z2, hein, l'image d'un demi-voisinage comme ceci, enfin qui peut être même incliné, hein, va vous donner quelque chose qui sera plutôt comme ceci. En tout cas, l'image donc d'un demi-voisinage comme ceci va remplir un secteur d'ouverture au moins 2π, hein, et donc ne pourra pas être contenu dans le disque unité comme ceci. Donc, H n'est pas... la dérivée de H ne s'annule pas en Z0, et ça veut dire que je peux me servir de la relation de conjugaison. Donc la relation de conjugaison, c'est F de Z, donc je l'écris sous cette forme-là, hein, égale H de lambda H-1 de Z. Alors cette fois-ci, en utilisant l'inverse de H, je vais l'utiliser seulement au voisinage. Je viens de montrer que la dérivée ne s'annule pas. Donc H localement va être un difféomorphisme local. Et donc je vais pouvoir choisir un tout petit disque autour de ce point-là, revenir en arrière par H-1, ici. Il faut que je le prenne assez petit pour rester dans le domaine de l'application H. Hein, et donc ensuite, je vais tourner par lambda, une rotation, hein, et ensuite H est holomorphe. Hein, donc, comme ceci, cette formule-là va me permettre de définir une extension de F
dans le domaine, le disque où elle était déjà définie, union cette partie supplémentaire qui est ici. Donc en d'autres termes, ça veut dire que H a une extension holomorphe dans ce plus grand domaine, contrairement à la définition de S0, et donc ça montre bien le lemme 2. Bon, donc voilà les deux lemmes. Alors, ceci étant, pour le moment, la seule chose que j'ai fait, c'est me ramener dans l'estimation de la proposition au cas où F a cette propriété. Ce qui m'intéresse vraiment, maintenant que j'ai le lemme 2, ce qui m'intéresse, c'est que le R de F que je veux calculer, c'est le rayon de convergence de l'application linéarisante. C'est la seule chose que je veux utiliser. D'accord. Alors, comment on va faire? On va définir une famille à un paramètre où si, enfin, en trichant un peu, j'ai envie de dire que le paramètre se trouve dans la sphère de Riemann qui va relier F à P lambda. Alors, je dis en trichant un peu parce qu'il y a un changement d'échelle qui est inclus. Alors, je commence à faire quelque chose de très stupide, mais qui marche. Je prends le germe dont je suis parti. F, donc je l'écris sous cette forme-là. J'ai simplement séparé la partie linéaire et la partie non linéaire, qui par définition, je peux factoriser Z2. Alors, qu'est-ce que je fais? Cette famille que je considère, donc A étant un paramètre complexe, j'ajoute simplement une partie quadratique. GF, j'ajoute AZ2. Bon, c'est une définition, j'ai le droit de la donner. Maintenant, la ruse, c'est de compléter donc, cette famille. Alors, évidemment, ça n'a pas de sens lorsque A est infini. Donc, je vais ruser dans la façon suivante. D'abord, je change de paramètre B égale 1 sur A. J'écris B égale 1 sur A, donc le A égale l'infini, ça va correspondre à B égale 0. Alors, quand je regarde l'application que je viens d'écrire, je vais la conjuguer par l'homothétie par B. Donc, je prends FA, qui est là, et je conjugue par B, B étant égal à 1 sur A. Donc, j'appelle F tilde AB le résultat. Donc, F tilde AB, si vous voulez, c'est la même chose que FA à la conjugaison par homothétie près. Donc, ça sera très facile de déduire le 10 de Siegel de l'un du 10 de Siegel de l'autre, juste par l'homothétie, par le rapport de rapport B. Alors, quand je conjugue dans la formule qui est ici, quand je conjugue par B, j'obtiens ça. Puisque la partie non linéaire de F, c'était celle-là. Donc la conjugaison me donne ce résultat-là. Et vous voyez que tout se passe bien, c'est-à-dire que lorsque B égale 0, qui correspond à A égale l'infini, après avoir fait la conjugaison, il me reste, c'est assez naturel, il me reste que cette partie-là qui est devenue dominante, et j'obtiens lambda z plus z2, plus ce terme qui donc, va s'annuler lorsque B égale 0. Donc c'est bien une famille paramétrée par la sphère de Riemann, qui relie F, donc F c'était F0, quand je prends A égale 0, à P lambda, puisque quand je prends B égale 0 ici, bien sûr, c'est le polynôme quadratique. Alors, bien sûr, je n'ai pas le droit de le faire sans changement d'échelle, puisque sur la sphère de Riemann qui est compacte, je ne veux pas avoir d'objet qui dépendant holomorphiquement du paramètre, puisque d'après le principe du maximum, tous les objets seraient constants. Alors maintenant, il y a deux faits. Le premier que je vais démontrer, le deuxième, par contre, je vais simplement, là, qui repose sur des choses plus profondes. Donc le premier fait, c'est le suivant, c'est que quand je regarde, je peux estimer le rayon de convergence, donc en fait le rayon conforme, mais le rayon de convergence de la linéarisante pour F0 à partir de la valeur moyenne sur le cercle de rayon 10. Donc cette fois-ci, c'est dans un sens. Il est au moins égal à la valeur moyenne. Donc ça je vais l'indiquer dans les slides qui suivent. Donc ça, c'est le premier fait. Et le deuxième fait, c'est celui-là, c'est que... alors, donc, vous voyez, le cercle de rayon 10, ça correspond pour B au cercle de rayon 1/10, la relation entre les deux 10, et c'est le 10 qui était aussi d'ailleurs dans la proposition de départ. Le théorème de Buff et Sherita, il y avait ce facteur 1/10 qui est précisément le même 10 qui est ici. Donc la deuxième partie, qui elle est un peu plus profonde, qui est de dire que justement le logarithme du rayon conforme de FB, mais maintenant dans ce disque-là, c'est-à-dire ça correspondrait à A très grand,
Hein, donc A très grand, ça veut dire que c'est la partie quadratique, le terme quadratique qui domine. Enfin, je regarde ici. Hein, donc B étant devenu très petit, ce terme-là ne devient pas très visible. Eh bien, ça se comporte très bien par rapport au paramètre B, dans le sens que c'est une fonction harmonique de B dans un voisinage donc, du disque de rayon 1/10. Alors, j'admets un instant ces deux faits. Je vais démontrer le premier et pas vraiment démontrer le second, mais enfin, mentionner un morceau d'explication. Alors, d'abord, si j'admets les deux faits, hein, le théorème maintenant est évident, puisque le logarithme du rayon conforme de f, bon, le premier fait me dit qu'il est au moins égal à sa moyenne hein, sur le disque de rayon 10. Donc, c'est ça que j'ai écrit dans la première inégalité. Ensuite, alors ça, c'était la famille f indice A. Maintenant, je fais le changement de variable, hein, le changement d'échelle, pardon, qui fait passer et le changement de variable sur le paramètre qui fait passer de la famille FA à la famille F tilde AB. Hein, il y avait donc un rapport. Donc ici, je suis sur le cercle de rayon 10. Donc comme le changement d'échelle était par un facteur B, hein, il y a ce disque qui apparaît ici. Et donc ici, le rayon conforme pour F tilde. Donc ces deux applications sont les mêmes, hein, c'est pour ça que j'ai égalité, hein, sont les mêmes, mais donc à conjugaison près. Donc on a ceci. Et le deuxième fait, maintenant, me dit que cette moyenne ici est égale hein, à sa valeur au centre. C'est une fonction harmonique, donc l'intégrale hein, sur un cercle est égale à la valeur au centre. Hein, et donc c'est ceci. Donc à la fin, en remettant les choses ensemble, j'ai bien R de F supérieur ou égal à 1/10 de R de P lambda, qui était l'énoncé du théorème. Donc il s'agit d'essayer de démontrer les deux faits en question. Donc comme je dis, encore une fois, je vais faire seulement le premier de façon complète. Alors, là, il n'y a que des méthodes, enfin, c'est élémentaire, dans le sens où je regarde l'application linéarisante. Donc, que j'appelle H indice A. Donc, c'est l'application linéarisante de F indice A. Donc, j'écris ce coefficient, j'ai factorisé la partie linéaire, Z, et ensuite, donc, il y a les termes supplémentaires, Hn de A, Z puissance n. Alors, je prétends, je vais donner une indication au tableau, hein, c'est que Hn, comme fonction de A, c'est simplement un polynôme de degré n en A. Il suffit en fait de se rappeler d'une formule qu'on a vue la semaine dernière sur, de façon générale, les coefficients des applications linéarisantes en fonction des coefficients. Donc, je vais réécrire la formule au tableau. Donc la formule en question, c'était que le coefficient Hn multiplié par lambda puissance n moins 1, c'était égal. Alors il faut écrire le germe que vous considérez hein, sous la forme lambda z, somme des, somme des f k z puissance k pour k supérieur à 0. Comme vous avez factorisé la partie linéaire, vous avez f0 égale 1. Et de la même façon, vous avez écrit h de z égale z somme des hk zk. Et comme vous avez normalisé la partie, comme c'est tangent à l'identité, vous avez h0 égale 1. Alors, ceci étant, lorsque n est plus grand que au moins égal à 1, hein, eh bien Hn était donné par une formule, enfin, avec ce coefficient, qui était somme sur k au moins égal à 1, et ensuite somme sur n0 plus n1 plus nk égale n-k de Hn0, Hnk. Les nj sont positifs ou nuls. Voilà. Donc ça, c'était la relation de récurrence. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous rappelle que dans notre cas, le FA de Z, c'est simplement f de Z plus AZ2. Donc la dépendance par rapport à A dans cette formule s'exprime simplement à travers le terme quadratique, c'est-à-dire à travers F1, hein, puisque j'ai factorisé la partie linéaire.
Donc vous voyez que donc bon, ici, il y a peut-être déjà une partie quadratique. Donc F1, c'est de la forme petit a plus un petit f1, disons, pour dire la valeur de celui-là. Et tous les autres ne dépendent pas de a. Donc quand je regarde le degré, alors d'abord, dans cette formule, donc si ces petites h par récurrence, c'était déjà des polynômes en a, comme grand F, c'est soit une constante, soit un polynôme de degré 1 en A, ça sera également un polynôme en A. Et ensuite, si je regarde le degré, vous voyez que ici j'aurai la somme des degrés des Hn. Donc, si par récurrence, je sais déjà que les HI sont de degré I, ici j'aurai un truc de degré n-k, donc ça ne dépassera pas n-1, puisque k est au moins égal à 1. Par contre, lorsque k égale 1, j'ai effectivement un terme de degré 1 ici, et puis ici une somme de termes qui seront de degré au total n-1, donc ça donnera bien quelque chose de degré n. Donc cette formule vous donne immédiatement la preuve de l'assertion sur le degré de Hn. Alors maintenant, donc, ayant ce fait, j'utilise, alors, sur FA, je n'ai pas dit que, enfin bon, sur FA, je rappelle que le rayon conforme a été défini de façon que l'image par achat du disque le rayon conforme, soit contenu dans le disque unité. Et donc, par la formule de Cauchy, cette propriété plus la formule de Cauchy va vous dire que vous dominez Hn de A, le terme de degré n plus 1 ici, c'est-à-dire Hn de A, R de FA puissance n plus 1, va être dominé par 1. Alors maintenant, donc si vous avez ces deux inégalités, en d'autres termes, donc, je suis en train de calculer le rayon de convergence de l'application H0. Donc, je prends la formule usuelle pour le rayon de convergence. Enfin, il faudra que je prenne bien sûr la lim sup. La lim sup de ces termes-là sera égale à moins le log du rayon de convergence. Eh bien, donc ici, alors c'est là que cette inégalité, j'utilise le fait que Hn de A étant un polynôme, le log de la valeur absolue du module de ce polynôme est une fonction sous-harmonique. Alors, si le polynôme n'avait pas de 0 à l'intérieur du disque, ça serait même une fonction harmonique, et j'aurais égalité ici. En général, il n'y a pas de raison de penser que le polynôme Hn de A, comme polynôme en A, n'a pas de 0 à l'intérieur, et à ce moment-là, on obtient une fonction sous-harmonique, qui est la valeur en 0, et donc au plus égale à la moyenne sur le cercle, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, d'après ce que je viens d'écrire ici, ce terme-là est inférieur ou égal à celui-là, avec le 1 sur n plus 1. Et donc, finalement, donc ici, en prenant la limite supérieure, vous obtenez moins le log du rayon conforme à l'origine, et donc vous avez bien montré le premier fait. Le premier fait, je vous rappelle, c'était, je vais le rappeler quand même, oui, voilà, c'était ça. Le logarithme du rayon conforme en A égale 0 est au moins égal à sa valeur moyenne sur le cercle A égale 10. Alors, la deuxième partie, là, je ne peux pas donner une preuve parce qu'elle repose sur des résultats plus profonds. Donc, en fait, elle repose sur ce qu'on appelle, la théorie des applications qu'on appelle à allure quadratique. C'est une théorie qui a été développée par Dwadi-Hubbard vers 1985. Et donc, je vais juste dire quelques mots, mais qui ne constituent pas du tout une démonstration du deuxième fait. Qu'est-ce que c'est qu'une application à l'allure quadratique? Alors ici, ce qu'on observe, c'est que... Alors, il faudrait que je revienne. Bon, si, je vais l'écrire. Mais là, je vais remettre de la lumière. Je vous rappelle qu'on avait fb de z, s'écrivait sous la forme lambda z, plus z2, donc le polynôme quadratique lui-même, plus... Alors, l'important, c'est que je vais prendre b de module au plus égal à 1 dixième. Et donc, cette partie qui apparaît ici, bz2
c'était psi, je crois que ça s'appelait BZ. Cette partie va être petite dans le disque unité. Enfin, alors non seulement dans le disque unité, j'ai besoin de la considérer dans un disque de rayon 3. La raison étant que, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ce que j'ai écrit. Hein. Si je prends, ici c'est un disque de rayon 3, je prends ce disque. Alors, bon, ce terme-là, vous voyez que je peux considérer cette partie-là comme B de module 1/10. Psi était défini dans le disque unité, hein, donc ceci a un sens pour Z inférieur à 10. Donc je veux dire, c'est largement défini dans le disque de rayon 3. Et donc le point, c'est que ce terme-là est petit. Et dans cette partie-là, ici j'ai une rotation, hein, et ici j'ai quelque chose de quadratique. Donc c'est la partie quadratique qui va dominer une fois que je suis pas trop près de l'origine, ou pas trop près même du disque unité. Hein. Et ce qu'on va voir, c'est que donc, quand je prends ce disque de rayon 3, je peux regarder l'image inverse. Donc ici, j'ai le disque D3. Et ici, donc, j'ai l'image inverse FB-1 de D3. Et alors, des estimations simples, là, ce n'est pas là qu'elles sont la difficulté. Hein. Comme j'ai des fonctions univalentes, hein, j'ai des estimés complètement uniformes sur la fonction psi. Hein, et donc, ce terme-là sera suffisamment petit pour que je puisse montrer, donc je vais l'appeler U indice B. Hein, il y a une partie, en fait un disque topologique U indice B, qui est relativement compact dans D3, comme je l'ai dessiné, et tel que donc, quand je regarde l'application de ce disque sur D3, c'est vraiment l'image inverse, oui j'aurais mis, hein, eh bien c'est un revêtement ramifié de degré 2, hein, donc comme c'est le cas du polynôme quadratique. Hein. Chaque point a deux images inverses, et donc ça ressemble beaucoup en quelque sorte au polynôme quadratique. Alors, ressembler beaucoup, c'est juste une observation comme ceci. Justement, la théorie de Doisy-Hubbard permet de pousser cette observation ressembler beaucoup très loin. Hein. En fait, ce que montre Doisy-Hubbard, donc ici, j'ai ce qui se passe pour FB, et il y a un théorème qui dit qu'il y a un théorème de rectification. Je fais le même dessin avec le même disque de rayon 3, hein, mais cette fois-ci pour F0. F tilde 0, et je vous rappelle, c'était P lambda. Bon, par définition, quand B égale 0, c'est le polynôme quadratique. Donc, j'ai le même dessin. Eh bien, la théorie de Doisy-Hubbard, en fait, permet de dire que j'ai une conjugaison. Alors, je ne vais pas la noter avec la même lettre, parce que ça serait assez trompeur. Je vais la noter grand H indice B. Alors, c'est une conjugaison qui n'est plus holomorphe partout, mais qui va conjuguer de façon beaucoup plus globale les deux applications. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé beaucoup de conjugaisons, d'applications linéarisantes. Il s'agit de dire dans quelle mesure, au voisinage de l'origine, un germe de diffeomorphisme holomorphe ressemble à sa partie linéaire. Ici, la conjugaison a un contenu beaucoup plus fort, parce que je suis en train de comparer globalement sur tout ce domaine. Hein, donc, je vais avoir HB F0, enfin qui est le polynôme quadratique, hein, donc P lambda, hein, qui est égal à HB composé avec F tilde B. Donc, on va avoir cette conjugaison. Alors, attention, cette conjugaison n'est pas holomorphe partout. Hein. Elle est, donc, cette application HB est un homéomorphisme qui a une propriété géométrique, la quasi-conformité. Voilà. Donc, alors, il a quand même une propriété de l'homorphie. Donc, à l'intérieur, ici, j'ai un disque de Siegel. Voilà un disque de Siegel pour FB. Voilà un disque de Siegel pour le polynôme quadratique. Et dans les disques de Siegel en question, hein,
cet homomorphisme a quand même la propriété d'être holomorphe. D'accord. Donc, il y a quand même une information sur les rayons conformes contenue dans cet homomorphisme. Mais j'insiste que ce grand HB vu dans le grand disque n'est pas du tout holomorphe. Hein, c'est seulement un homomorphisme quasi conforme. Donc ça vient vraiment de la théorie de Doig-Dieubarde. Et quelque chose de très précieux qui vient aussi de cette théorie, c'est que cet homomorphisme, alors malgré qu'il ne soit pas holomorphe, il dépend holomorphiquement de B. Ça veut dire la chose suivante. J'ai l'application BZ donne H indice B de Z. Donc une application de deux variables complexes, B et Z sont deux paramètres complexes. Alors encore une fois, par rapport à Z, je viens de dire que ce n'est pas holomorphe, c'est seulement un homomorphisme. Mais par contre, quand la dépendance en B, donc quand je fixe Z et que je laisse B varier, cette application-là est holomorphe. Alors c'est cette propriété de l'homorphie qui, quand je la ramène à l'estimation sur les rayons conformes, va me donner l'harmonicité, le deuxième fait, qui était l'harmonicité du rayon conforme par rapport au paramètre B. Bon, je veux dire, encore une fois, je ne prétends pas du tout avoir fait une démonstration. Il faut ingurgiter, enfin, je veux dire, il faut apprendre suffisamment de cette théorie de Doig-Dieubarde pour pouvoir comprendre ce qui se passe, mais ça va dans cette direction. Donc disons que c'est là que je m'arrête pour ce qui est de la démonstration du théorème de Buffet-Cherita, enfin de ce théorème de Buffet-Cherita, on va en voir d'autres dans la suite. Et donc on a quand même, enfin j'ai donné une indication, disons, des raisons pour lesquelles le disque de Siegel du polynôme quadratique est en quelque sorte le plus petit de tous les disques de Siegel pour une partie linéaire donnée parmi les fonctions convenablement normalisées. Alors, on va maintenant dire un peu plus de choses sur la relation avec la fonction de Bruno, sur la taille du disque versus la fonction de Bruno. Donc, la fonction de Bruno, c'est un objet purement arithmétique qui dépend juste des propriétés arithmétiques du nombre alpha, tandis que la taille du disque, c'est un objet analytique. Donc, je vous rappelle, ou plutôt, je n'avais pas introduit le mot fonction de Bruno, mais on avait déjà introduit cette série. C'est une série donc, qui est définie en termes de la fraction continue. G, c'est la transformation de Gauss. Bêta, c'est les approximations Lbiero réduites, Qn alpha moins Pn. Pn sur Qn, c'est la suite des réduites. Et donc, j'ai cette série qui, donc, à terme positif, mais qui peut parfaitement, bien sûr, diverger. Je vais aussi prolonger ici, je l'ai définie pour alpha irrationnel, je la prolonge au rationnel en donnant la valeur infinie. Donc, il y a des propriétés élémentaires. Donc, d'abord, celle-là n'est pas élémentaire, ça dépend de la définition qu'on a donnée de la fonction de Bruno, mais j'avais montré la dernière fois que la convergence de cette série était équivalente au fait que alpha soit un nombre de Bruno, sachant que j'avais défini les nombres de Bruno sous la forme que la série log Qn plus 1 sur Qn, enfin plutôt log Qn plus 1 sur Qn, converge. Alors, bien sûr, comme ça ne dépend que du développement en fraction continue, la fonction, c'est une fonction que je prends périodique de période 1. Donc, elle est infinie, elle est plutôt finie seulement au nombre de Bruno. Donc, c'est quand même un ensemble de mesures 1. Mais malgré tout, le complémentaire, ça contient déjà tous les rationnels. Et en fait, le complémentaire est même un G delta dense. Donc, elle est aussi infinie en plein endroit. Alors, il y a une équation, qu'on peut appeler pompeusement une équation fonctionnelle, qui relie la valeur de phi en alpha, lorsque alpha est entre 0 et 1, à la valeur en l'inverse, alpha moins 1. Alors, pourquoi ceci? C'est simplement la forme, je veux dire, sans l'écrire au tableau, on a grand phi ici. Vous voyez que le premier terme, n égale 0, on a bêta moins 1. Bêta moins 1, ça correspond, ceci vaut 1 dans ce cas-là. Je veux dire, c'est un produit sur un ensemble vide d'indices. Donc le produit vaut 1.
Et le premier terme, donc, c'est log alpha 0 moins 1. Alpha 0, c'est la partie fractionnaire de alpha. Donc, j'ai ici log alpha moins 1. Hein. Je reviens à l'équation fonctionnelle, c'est ce terme-là. Voilà. C'est le premier terme. Et ensuite, les termes suivants, pour n supérieur à 1, les alpha n entre alpha et alpha moins 1, les alpha n, ils sont simplement décalés, puisque ici, la première itération de alpha par l'application G m'envoie alpha sur la partie fractionnaire de alpha moins 1. Donc on a décalé ces termes-là, et puis pour ce qui est des coefficients bêta, la différence, c'est qu'on a le coefficient alpha 0 ici. Je veux dire, c'est le même produit, à ceci près que le alpha 0 qui apparaît ici n'apparaît plus. Donc ce qui explique cette formule-là. Je veux dire, donc, cette formule-là n'a rien de mystérieux. On regarde juste, on a écrit une série. Dans la série, il y a le premier terme qui est ici. Puis ensuite, on a les termes suivants qui sont les mêmes, essentiellement, à un coefficient près qui est alpha. Voilà. Donc voilà pour cette formule, cette équation fonctionnelle qui relie phi de alpha à phi de alpha moins 1. Alors, donc ça, c'est des propriétés, encore une fois, élémentaires. Voilà une propriété que je ne vais pas démontrer, mais qui l'est moins, mais qui est intéressante surtout par rapport au théorème que je vais donner dans la suite. Alors, cette fonction de Bruno, elle a l'air très moche, en quelque sorte. Très moche, puisqu'elle est quand même infinie en tous les rationnels, infinie sur tous les nombres qui ne sont pas des nombres de Bruno, donc un ensemble G delta dense. Alors je dis que malgré tout, c'est une fonction assez raisonnable du point de vue de l'analyse harmonique. En fait, c'est pas une fonction bornée, mais c'est presque une fonction bornée. On peut montrer que sa transformée de Hilbert, qui est définie au slide suivant, que la transformée de Hilbert de la fonction de Bruno est une fonction bornée. Alors, ça veut dire, en fait, enfin comme conséquence plutôt, c'est pas équivalent, c'est une ça veut dire qu'elle appartient à un espace fonctionnel qui s'appelle BMO pour Bounded Mean Oscillation en anglais, et ça, évidemment ça me donne un ordre, enfin les mêmes initiales mais pas dans le même ordre en français, mais enfin l'usage c'est d'utiliser l'ordre anglais pour noter l'espace. Donc c'est un espace de fonction sur le cercle qui est un espace de fonction, j'ai envie de dire, très raisonnable. Alors, j'illustre, là j'ai justement pas défini ni transformée de Hilbert ni BMO, donc voilà la définition. Alors, la transformée de Hilbert d'abord. Donc, transformée de Hilbert, je suis sur le cercle, donc de façon, enfin, je veux dire, de plus intéressante, on procède par intégrale singulière. Et en l'occurrence, il y a un noyau qui est le log de la cotangente. Non, pas la cotangente, pardon. Mais ici, comme je suis sur le cercle, c'est plus facile de procéder par série de Fourier. En tout cas, c'est plus court. Et donc, si j'ai une fonction dont la série de Fourier est donnée comme ceci, la seule chose qu'on fait pour la transformée de Hilbert, c'est de multiplier chaque coefficient de Fourier par un nombre qui est moins i fois donc soit moins i, soit plus i, suivant le signe de n. Donc, au niveau des coefficients de Fourier, il se passe quelque chose de très simple, et qui vous indique que c'est immédiatement une isométrie sur l'espace des fonctions de carré intégrable et de moyenne nulle. Le 0 veut dire de moyenne nulle, puisque c'est une formule pour n différent de 0. La transformée de Hilbert s'annule sur les constantes. Donc tue les constantes, mais enfin si je suppose de toute façon au départ que mes fonctions sont de moyenne nulle, donc il n'y a pas de coefficient n égale 0 ici, et bien quand j'itère deux fois ceci, j'ai moins i fois moins i, ou i fois i, de toute façon ça fait moins 1, et donc le carré de cette isométrie, c'est moins l'identité. Donc au niveau de l'espace L2, vous voyez que c'est quelque chose de très joli. C'est pour ça que tout à l'heure, dans le slide précédent, on a vu que la fonction de Bruno était la transformée de Hilbert d'une fonction bornée. Une fonction bornée, c'est en particulier L2. Et donc, ça vous dit déjà, on aurait pu le vérifier directement, mais ça vous dit déjà que la fonction de Bruno est une fonction L2, de carré intégrable. Donc, c'est pas, mais en fait, ça vous dit beaucoup mieux. Alors, voilà la définition de l'espace BMO en question. Alors, c'est un espace qui contient les fonctions bornées, puisqu'il est défini par cette propriété. Il est défini par la propriété que sur chaque intervalle J, dans le cercle, quand vous regardez la valeur moyenne de phi moins la valeur moyenne sur J,
Donc vous prenez phi de x sur j, vous retranchez la valeur moyenne sur j, et vous regardez la valeur moyenne de ceci sur l'intervalle j, vous avez pris la valeur absolue ici, hein, vous obtenez quelque chose qui reste borné indépendamment de j, bien sûr. Hein, le point, c'est que donc vous avez pris le sup sur j. Alors, bien sûr, si vous partez d'une fonction bornée, tout va être borné par le sup de la fonction phi. Hein, donc c'est une fonction bornée et trivialement dans BMO. Alors, inversement, ce n'est pas marqué, mais... En fait, vous pouvez... Lorsque vous avez P entre 1 et l'infini, eh bien, la transformée de Hilbert envoie LP de T sur LP de T. Donc, en particulier, hein, donc ça, c'est la transformée de Hilbert. Hein, donc, je veux dire, préserve LP de T. Et donc, ça vous dira, puisque la fonction, d'après le théorème, la fonction de Bruno est transformée de Hilbert d'une fonction bornée, donc bornée, bien sûr, c'est dans LP, que votre fonction de Bruno sera dans LP. En fait, ce qu'on a, c'est que BMO de T est contenu dans LP de T pour tout P fini, mais inversement, hein, bien sûr, ce qu'on vient de dire, enfin, ce qu'on vient de voir, c'est que ça contient les fonctions bornées. Donc, encore une fois, donc, cette inclusion vous dit que c'est des fonctions très raisonnables. En fait, il y a un théorème, cette fois-ci un théorème profond, hein, de Pfefferman, hein, qui vous dit que l'espace BMO, c'est en fait le plus petit espace qui soit stable par la transformée de Hilbert. Donc, j'ai dit ici, les espaces LP sont stables par la transformée de Hilbert. Hein. Si vous cherchez, par contre, l'espace des fonctions bornées, lui, n'est pas stable par la transformée de Hilbert. C'est pour ça qu'il faut introduire l'espace BMO. Hein, et en fait, l'espace BMO est le plus petit espace qui soit stable par la transformée de Hilbert. De façon plus précise, n'importe quelle fonction dans BMO, enfin, une fonction est dans BMO, si et seulement si vous pouvez l'écrire comme somme d'une fonction bornée, hein, de la transformée de Hilbert d'une fonction bornée. Donc, c'est un terme de Pfefferman. Hein, et donc, dans notre cas, on avait vu que la fonction de Bruno était la transformée de Hilbert d'une fonction bornée, et donc, a fortiori, était une fonction dans BMO. Alors, juste 2 mots de plus sur BMO, et je vais faire une pause. Alors, pour avoir une petite idée c'est un espace un peu subtil, BMO. Si je regarde des fonctions de période 1. Alors, voilà une fonction. Donc, ça, c'est 0, ça, c'est 1. Hein. Alors, une fonction qui est dans BMO, voilà une fonction. Alors, je vais regarder cette fonction-là, disons, et que je rends périodique de période 1. Ça serait la fonction log x-1 plus log 1 moins x moins 1. Donc, je l'ai rendu symétrique, enfin pair, si vous voulez. Hein, donc, ici, une singularité logarithmique, si je la rends symétrique, hein, on a ça. D'accord ? Alors, cette fonction-là est dans BMO. Donc, encore une fois, considérée comme une fonction de période 1. Donc, je bloque le logarithme ici, hein, et puis je répète par périodicité. Donc, cette fonction-là est dans BMO. Par contre, si vous mettez une seule des branches, donc je fais la somme des deux, si vous mettez une seule des branches, comme ça, cette fonction-là n'est pas dans BMO. Malgré qu'elle soit en quelque sorte plus petite que cette fonction-là. Donc c'est quand même une notion assez subtile, contrairement aux espaces LP. Si vous êtes plus petit qu'une fonction dans LP, vous êtes dans LP. Hein, et positif, bien sûr, je veux dire. Ici, vous avez des fonctions positives, hein, une fonction qui est dans BMO, et celle-là qui est plus petite que la fonction précédente, tout à fait positive, et pas dans BMO. Alors, ça vous donne aussi une indication, enfin, comment montrer que la fonction, directement, sans passer par la transformée de Hilbert, que la fonction de Bruno est dans BMO.
c'est un peu relié à l'équation fonctionnelle qu'on a vue tout à l'heure, celle-là. Hein. Alors malheureusement ici, on a une fonction qui n'est pas dans le BMO, c'est ce que je viens d'expliquer ici, c'est cette fonction-là. Hein. Cette fonction log alpha moins 1, elle n'est pas dans BMO, donc ce n'est pas tout à fait... Mais ce qui se passe, c'est quand je regarde le terme suivant, va faire apparaître une fonction comme ça. Hein. Donc c'est en fait parce qu'on n'a pas regardé, si on l'applique en quelque sorte, si on prend un deuxième terme dans la série, hein, on va avoir cette fonction-là avec une singularité symétrique qui va se trouver dans BMO. Ensuite, c'est juste un petit calcul, pas très compliqué, qui montre que l'opérateur phi de x donne x phi de x moins 1, enfin celui qui apparaît dans l'équation fonctionnelle, donc x est dans 0,1 ici. Et ici, vous prenez par périodicité. Le x moins 1, bien sûr, n'est pas dans 0,1, mais vous le ramenez dans 0,1 par une translation entière. Hein, et bien cet opérateur est une contraction dans BMO. Et donc, l'équation fonctionnelle se présente sous la forme, enfin je veux dire, phi apparaît comme point fixe en quelque sorte, hein, point fixe d'une contraction. Alors ce n'est pas tout à fait encore vrai puisque je viens de dire que cette fonction n'est pas dans BMO, donc il faut tricher un petit peu pour le montrer et attendre de voir apparaître le deuxième terme qui est ici. Ok, donc je pense que je vais m'arrêter ici pour ce qui est de la première heure. Hein, je vais faire une petite pause de 5 minutes. Et ensuite, on reviendra sur ces rayons conformes, maintenant qu'on a un peu plus d'informations sur la fonction de Bruno.